inviter pour quelques mots aussi l'honorable conseiller du président élu, bien sûr, Albert Zonga. Tout simplement vous saluer. Quand il y a le tam-tam, on ne joue pas avec la bouche. Le grand tam-tam étant là, les calebasses comme nous, on va... Et la voix la plus autorisée vous le dira avec les mots qu'il convient plus que moi. Merci. Je vous dis merci parce que nous étions engagés dans une épreuve de chasse. Et je vous ai dit qu'il y en a qui chassaient les rats. Et il y en a qui chassaient les lions. Qui chassaient les singes. Tandis que notre grand guerrier... Il chassait les lions. Les lions. Comment ça marche? Je suis fatigué. Ça fait 3 heures que je suis là. Le lion avait l'habitude Et les gars sont tellement dans une exigeants. forêt hors du village. Vous l'avez ramené. Ah ouais, merci. Voilà, je vais recevoir moins d'insultes. Maintenant, vous allez continuer à veiller pour qu'il ne profite pas de la nuit pour revenir. Tout faire pour informer ceux qui sont au village que vous avez fait votre part de travail et que l'achèvement du lion est maintenant leur affaire. Je veux tout simplement vous dire que dans l'équipe que cet homme que Dieu a choisi pour le Cameroun a constitué, il y a des dribbleurs à l'aile, des Penda et Coca, il y a les demi-centres qui furent, les foguets, et il y a des arrières qui taclent. Certaines tables, je le fais en dehors de la surface. Je veux m'adresser aussi en disant, Président Maurice Kamto, vous avez dit que vous êtes prêt à mourir pour le peuple camerounais. Mais chez nous, les notables meurent avant le chef. Sans nous avoir d'abord éliminé. À vous tous, je vous dis tout simplement, vous n'êtes pas de la diaspora, vous êtes des ambassadeurs. Personne ne vous dise que le prénom et le surnom dépassent le nom. Vous êtes né Camerounais, personne ne vous enlèvera votre camerounité. Français, américain, ce sont les surnoms que vous avez ajoutés au nom de votre...
N'ayez pas peur. Jamais. N'ayez pas peur. Jamais. Seuls les hommes libres sont capables de développement. Et vous êtes des hommes et des femmes libres. Soyez dignes, soyez fiers, soyez dignes de Maurice Kamto. This man is a blessing for Cameroon. Yes. You said it. Yes. This man again is a blessing for Cameroon. This man will bring you Cameroon, the shining Cameroon, the land of opportunity, the land of prosperity, and the land of greatness. Maurice is a blessing for Cameroon. Never forget it. And with him, the sun is rising on Cameroon. Yes. Yes. And the sun is shining on Cameroon. Yeah. Let it be the divine glory for Cameroon. So, live with dignity. I will just beg you that we join our forces and spirits together around Maurice Kamto, because then we shall overcome. We shall overcome. This is a man of great dignity, but still a man of great humility. Can you imagine that? This is a man of great pride, but again a man of great humility. Right. So, as I have said, Maurice is a blessing for Cameroon. Let us support him. Let's support him. This is the beginning of a journey, and as you know, this is a defining moment. Yeah. This is a defining moment. Yeah. This is the beginning of a journey, and this journey will lead us to the ultimate destination. Yes. Yes. And this ultimate destination, do you know what it is? The liberation of Cameroon. Yeah. Oh yeah. From the chains of demons. From the chains of demons. From the chains of predators. From the chains of heaven. This is the final destination of this long journey. So let's join together around Maurice Kamto to make it happen, to make Cameroon great, to make Cameroon a land of peace, a land of hospitality, a land of prosperity, a land of love, a land of brotherhood. So God bless you. Le conseiller Christian Penda Evola.
vais, s'il vous plaît, vous demander de vous lever afin que nous observions. S'il vous plaît. Maître Sow. 1 minute de silence. Maintenant, ce moment Il est mort du nozo. Oubliez pas. que vous attendiez, que nous attendions depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années, d'avoir devant nous Orientez-vous après le président élu, Maurice Kamto, nous adresser la parole. C'est ce cameraman officiel. Le président Maurice Je ne peux Kamto. pas. Je suis à... Yes. Si tu as un cordon, je peux le mettre. Merci. Ne vous asseyez pas, s'il vous plaît. Je vais vous prier d'observer avec moi 1 minute de silence pour les nombreux morts qui jalonnent le parcours difficile de notre pays depuis quelques années dans la partie septentrionale de notre pays, dans le cadre de la tragédie insoutenable qui se déroule dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et en mémoire de quelqu'un qui nous est particulièrement cher, au-delà des liens personnels que nous pouvons et que nous avions avec lui, pour le talent, le professionnalisme, l'engagement dont il a fait preuve pendant notre détention. Je veux parler de Maître Sylvain Sow, mort dans des conditions non encore élucidées. Pour tous ces morts, et de nombreux autres que je ne peux citer, pour lesquels nous n'avons pas de lumière sur les circonstances de leur disparition, je vous prie d'observer donc avec moi 1 minute de silence. Merci. Asseyez-vous. Merci. Permettez-moi, à cette étape de notre tournée au Canada, de remercier chaleureusement les membres du comité d'organisation de cet événement exceptionnel. Le Canada n'a pas voulu faire moins que ce qui s'est vu à Paris. Il n'a pas voulu faire moins. Et cette salle du Palais de Congrès de Montréal, pleine comme un œuf, alors même qu'il se déroule dans cette ville, à ce moment même, une tempête de neige en est le témoignage le plus éloquent. Je voudrais vous remercier. Mais ça, c'est pour aujourd'hui. Ce qui se déroule alors que nous sommes présents devant vous. Je voudrais vous dire du fond du cœur, parce qu'il s'agit
de quelque chose qui, dans mon carnet personnel, est noté quelque part. Je voudrais vous remercier pour le combat que vous avez mené sans relâche pendant notre détention, bravant les intempéries, marchant dans les rues de Montréal et d'Ottawa pour sensibiliser le Canada sur grâce à vous, à l'ensemble du peuple camerounais, de nos compatriotes qui sont au Cameroun, qui ont bravé les balles des forces de maintien de l'ordre pour marcher le 1er et le 8, alors que près de 200 de nos militants, sympathisants, de simples Camerounais, des passants, étaient arrêtés à la suite des marches pacifiques du 26 janvier. Grâce à ces Camerounais qui sont sortis le 1er juin et le 8 juin, en sachant qu'ils pourraient tomber sous les balles, en sachant qu'ils pourraient être arrêtés, grâce à vous, grâce à eux, grâce à l'ensemble de la diaspora camerounaise qui s'est mobilisée comme jamais, nous sommes des hommes libres aujourd'hui. Mais nous ne sommes libres qu'en apparence. Nous ne sommes libres qu'à moitié. Parce qu'au moment même où je m'adresse à vous, plusieurs de nos militants et sympathisants, de nombreux autres Camerounais sont détenus pour des raisons d'opinion. On ne peut pas les appeler autrement que comme des prisonniers politiques. Alors qu'on n'arrive pas à vous dire qu'il n'existe pas de prisonniers politiques au Cameroun. Oui, Mamadou Monta, le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mamadou Yacouba Monta, brutalement torturé, dont le crâne a été ouvert, cassé, recousu avec des points de suture. Si vous n'avez pas vu les images, vous les verrez un jour. Le bras cassé est resté sous le plâtre pendant plus de 3 mois. Les côtes aussi, dont on ne parle pas assez. Oui, Mamadou Monta et 14 de ses camarades sont encore détenus. La torture est devenue phénomène banal au Cameroun. Mais je pense aussi, quelles que soient les divergences d'opinion que nous pouvons avoir par rapport aux objectifs que les uns et les autres poursuivent, je pense naturellement aux nombreux détenus dans le cadre de la crise anglophone et notamment Ayouta Messisikou et ses camarades. We cannot go on torturing Cameroonians, brutalizing Cameroonians, killing them and say we are running the country for the interest of Cameroonians. That's not true. The leadership of our country is not one. It's not the leadership for our people. It is a leadership for its own sake, for its own interest. And that will not allow it to continue. Time has come to stop it. And we'll do whatever it takes to stop it. Nous nous sommes levés. Nous avons marché dans la nuit. Et nous avons traversé des rivières. Et nous avons regardé à l'arrière. Et il n'y avait personne derrière nous. Et nous avons poursuivi notre marche dans la nuit. Et la foule est sortie progressivement des buissons où elle se réfugiait. Et les rames ont grossi. Et la rivière est devenue fleuve. Parce que les ruisseaux se sont réunis dans une puissance extraordinaire qui dégage le chemin et poursuit sa route et ne s'arrêtera plus jamais
avant d'avoir allé son Je rêve depuis longtemps de ce moment unique, de ce moment exceptionnel. Et j'ai eu la grâce de Dieu de voir ce moment de mes propres yeux, le peuple camerounais debout, prêt. Quelle euphorie, hein? Vous n'allez plus vous asseoir. Quelle euphorie. Vous n'allez plus vous asseoir. Oui, un vent nouveau s'est levé sur notre pays. Et il s'est levé non pas par la force d'un seul individu, parce qu'à un moment donné, à ce moment précis de notre histoire, il y a une convergence d'idées, il y a une vision unique qui s'est forgée. Si M. Ekoka Penda, Christian Penda Ekoka est à mes côtés, ce n'est pas à cause de la couleur de mes yeux. Ils n'ont pas changé, ils sont les mêmes, elle n'a pas changé, elle est la même que les vôtres. En général, on dit que les Noirs ou les Africains ont les mêmes couleurs des yeux. Donc, c'est pas pour cette raison. C'est à cause d'une vision partagée du Cameroun. C'est à cause d'une vision partagée du Cameroun. Songez que le conseiller d'un président de la République, au moment critique, à l'occasion de la campagne électorale, dit « Je ne le soutiens pas. Je soutiens un candidat de l'opposition qui s'appelle... » Ça ne peut pas être un fait de hasard. Ce n'est pas une décision à la légère, ce n'est pas un coup de tête. Le risque est beaucoup trop grand. C'est parce qu'il y a une convergence fondamentale dans la façon dont nous projetons le Cameroun. C'est cela le socle qui nous unit. Et si à l'occasion de l'élection présidentielle de 2018, il y a eu cette alliance qui s'est formée autour de ma candidature, oui, c'est parce qu'il y a un ciment commun. Ce fil invisible qui nous relie et qui nous relie aujourd'hui, moi directement avec vous, chacun individuellement, nous partageons la même vision d'un pays debout, avec une prospérité partagée, où chacun est libre, chacun est... Nous sommes venus au Canada vous dire, nous sommes venus au Canada vous dire que nous avons entamé notre longue marche. Mais je dis toujours, la durée peut être courte ou encore plus longue, tout dépend de nous. Mais de chacun de nous, je ne crois pas en un combat mené de manière solitaire par un individu, quels que fussent ses talents. Je ne crois pas en un combat mené par une poignée d'individus ou même par plusieurs individus divisés entre eux. Je crois en un combat victorieux d'un peuple rassemblé, uni, regardant dans la même direction et ne baissant pas les bras, quelles que soient les intempéries, jusqu'à la victoire. Après l'élection présidentielle de 2018, nous avons envoyé un message très clair au pouvoir en place dans notre pays en disant ceci. Il existe une tragédie insoutenable dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Depuis 3 ans,
Des Camerounais tirent sur des Camerounais. Des Camerounais tuent des Camerounais. Ne me parlez pas de sécessionnistes ou d'armées régulières. Ce sont des Camerounais qui tirent sur d'autres Camerounais. Quel que soit le côté où ils se trouvent, ce sont des Camerounais qui tuent d'autres Camerounais. Et ça, c'est insoutenable. Ça, c'est inacceptable parce que c'est une crise qui n'aurait jamais dû prendre cette ampleur et que nous avons laissé prospérer, que le pouvoir en place espère pouvoir gagner par la force des armes, alors que tout le monde sait que cette victoire par les armes était possible. Alors, après l'élection présidentielle, nous avons dit il y a une situation générale du pays qui mérite une attention particulière. Donc, d'abord, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Non pas que nous oublions le drame des attaques de la secte extrémiste Boko Haram dans l'extrême nord, qui fait des ravages. Ce n'est pas une guerre qui est derrière nous, c'est une crise qui est encore derrière nous, puisque ces attaques ont gagné en ampleur. Et qu'elles se déroulent dans une des régions les plus pauvres du pays qui a été abandonnée depuis des décennies. Nous devons garder cela en mémoire. Mais là, il s'agit d'une agression, si j'ose dire, entre guillemets, en tout cas, d'une attaque terrible des forces externes sur notre pays. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce sont des Camerounais qui s'affrontent entre eux. Et pour moi, cela est inacceptable. Le rôle fondamental d'un gouvernement, c'est de résoudre les problèmes du pays. Et non pas d'attiser le feu entre les Camerounais. Donc il y a eu cette situation. Ensuite, il y a eu le détournement du résultat des élections, que nous avons appelé le hold-up électoral. Nous avons gagné dans les urnes, le Conseil constitutionnel en a décidé autrement. Et dans la même foulée, dans la même veine, on a retiré au Cameroun l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et on nous a annoncé des chiffres ahurissants sur les sommes qui avaient été prévues, probablement débloquées pour l'organisation de cette CAN. On parle en termes de milliers de milliards de francs CFA. À la suite de cela, donc, nous avons envoyé un message très clair en disant: si à la fin de l'année 2018, aucune mesure sérieuse n'est prise pour régler la crise anglophone, aucune mesure sérieuse n'est prise pour réformer le système électoral de façon à éviter qu'à l'avenir, il y ait de nouvelles crises post-électorales, parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets, si on ne nous explique pas où sont passés les milliers de milliards de nos impôts engouffrés dans une canne que nous n'organiserons pas, alors nous marcherons en janvier. Et rien, naturellement, n'a été fait, et nous avons marché en janvier. Et le 26 janvier, les Camerounais sont sortis nombreux dans plusieurs villes du pays. À Douala en particulier, on a tiré à bout portant sur nos camarades. Vous avez dû voir les images. 2 jours après, on nous a arrêtés sans mandat ni titre au domicile de M. Albert Nzonga. Et on nous a jetés illégalement en prison. Et toutes les procédures que nous avons engagées ont été vaines, y compris juste l'habeas corpus, qui dans le code de procédure pénale dit que si vous faites l'objet d'une arrestation sans mandat et que vous saisissez le juge de l'habeas corpus, il doit vous libérer, ordonner votre libération immédiate. Or, nous sommes allés devant les tribunaux. Plus de 200 procédures en habeas corpus. On ne nous a pas accordé un seul cas. Alors qu'aucun des détenus ou des personnes, aucune des personnes interpellées n'avait été sur la base d'un mandat. Alors, la conclusion est limpide. Au Cameroun, tous les pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire servent une même cause et une seule et même personne.
celles qu'ils ont portées au pouvoir frauduleusement et celles qu'ils veulent maintenir au pouvoir par tous les moyens, y compris sur le cadavre de tous les Camerounais. J'ai dit que je n'accéderai pas au pouvoir en marchant dans le sang des Camerounais, en marchant sur le corps des Camerounais. Eux, ils sont prêts à conserver le pouvoir en tuant tous les Camerounais que besoin. Voilà un élément fondamental de différence entre eux et nous. Ils n'aiment pas le peuple qu'ils gouvernent. Comment peut-on gouverner des gens qu'on n'aime pas? Et c'est pour cela justement qu'ils sont habités par autant de haine. Quand je dis que j'aime les Camerounais, ce n'est pas fin. Quand je vais dans les fins fonds de village, j'aime les tenir, je suis tactile, parce que je les aime vraiment. Je ne les aime pas dans l'espoir qu'ils m'aiment tous. Je les aime parce que je les aime, aussi simple que cela. Et je n'ai pas besoin de leur accord pour les aimer. C'est sur cette base que nous allons travailler jour et nuit et que nous n'accepterons jamais la division, la haine qu'on a instillée ces dernières années dans les veines des Camerounais, les opposants les uns et les autres, par le tribalisme, montrant aux Camerounais que, au-delà en fait du discours que l'on tient, on ne veut pas leur unité, pour regarder la même direction et hisser le Cameroun au niveau où il mérite d'être en Afrique. C'est notre objectif. Faire du Cameroun un pays rayonnant sur notre continent pour construire, pour être le point de départ de la construction de l'unité continentale du panafricanisme. Je vois c'est dans notre programme politique, mais également à diverses étapes, je l'ai dit, notre panafricanisme est authentique, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une illusion. C'est un pragmatisme en effet. Et nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas pour être à la mode. Nous le faisons d'abord parce que nous connaissons la pensée panafricaniste. Et que nous sommes interrogés de nombreuses années sur les causes de l'échec du panafricanisme. Et nous sommes rendus compte que les pères fondateurs avaient eu une idée géniale, une grande idée, et que ceux qui ont suivi n'ont pas pensé cette idée comme une idée stratégique pour trouver les meilleurs moyens de la mettre en œuvre. Ma conviction est que l'idéal serait que les 54 États africains se réunissent un jour et en une sorte de comité constitutionnel pour adopter la constitution des États-Unis d'Afrique. Mais ça, c'est l'idéal. Et nous savons combien cela est difficile. Si je vous disais cela, je m'arrêterais à cela, je n'aurais rien apporté de nouveau par rapport à ce qui s'est dit depuis 60 ans sur le panafricanisme. C'est pour cela que je dis, lorsque nous serons en capacité de gouverner au Cameroun, nous attaquerons le fédéralisme immédiatement avec ceux qui sont prêts. Si 2 États africains sont prêts, on commencera à 2. Si c'est 3, on commencera à 3. Si c'est 6, on commencera à 6. Mais il faut commencer quelque part. Ne reste pas une idée perdue dans les limbes de l'histoire. Il faut que cela commence quelque part. Et par une sorte de dynamique concentrique, progressivement, les autres vont voir qu'il est nécessaire de se mettre ensemble pour devenir une force incontournable sur la scène du monde. Le panafricanisme ne doit pas rester un rêve sans lendemain, un slogan qui se perd dans les nuages. Ça doit être une réalité qui se construit. Si nous avions commencé il y a 60 ans après les indépendances à 2, nous serions à 10 ou à 20 ou à 30 aujourd'hui. Donc il faut commencer. Et dans cette même veine, j'ai dit ceci. Lorsque nous serons en capacité de gouverner le Cameroun, tous les Africains, écoutez-moi bien, tout Africain
Africain qui veut venir au Cameroun dans cette dynamique panafricaniste pour construire le développement du Cameroun et de l'Afrique sera le bienvenu. Nous créerons les conditions. Nous ne pouvons pas en faire à des États continents. Regardez la taille de la Russie. Plus de 9 millions de kilomètres carrés. L'Afrique en a 30 millions. Avec plus d'1,2 milliard à 300 millions aujourd'hui. Imaginez un seul instant que les frontières internes, les frontières des États actuels deviennent simplement des limites internes entre entités formant un seul État. Après tout, le démarrage du panafricanisme n'est pas si difficile. Il y a un minimum par lequel on peut commencer. On peut commencer par une armée continentale sans avoir besoin de 54 armées. On peut commencer par une diplomatie continentale sans avoir besoin de 54 représentations différentes. Commencer par tout ce qui est l'expression de la souveraineté externe d'un État et laisser ceux qui gouvernent les États au plan interne dans leurs fonctions, puisque nous aimons ces fonctions-là, dit le président. Mais on peut commencer par là. Et je crois qu'il y a assez de talent et d'énergie en Afrique pour que nous ne regardions pas, comme des pèlerins épuisés, assis au bord du chemin, l'histoire du monde s'écrire sans nous. Et que nous continuions à dire ce que j'entends dans la plupart des pays africains et en tout cas au Cameroun. Excusez-moi, les non-africains qui sont ici, on dit le blanc est fort. Hein? La science est la même partout sur la face du monde. La formule mathématique que vous avez ici est la même au Japon. Alors, cessez de vous enfermer vous-même dès la naissance dans des complexes inexplicables. Les Indiens qui s'assoient dans leur costume traditionnel calculent la trajectoire de leur fusée avec la même formule mathématique et physique. Alors cessez de dire, ils sont forts. Hein? Et des proverbes absolument absurdes sont nés. Si tu ne crains pas l'homme blanc, tu ne crains pas Dieu. Et vous dites, vous êtes des êtres humains. Et vous demandez la dignité. Vous l'attendez de qui? C'est vous qui imposez votre dignité. Le jour où vous aurez deux nations africaines développées, organisées dans la voie de la science et la technologie, on posera un regard différent sur la couleur noire. C'est pas qu'il y a le secret. Hein? Quand j'étais adolescent, on regardait les Japonais avec condescendance et on disait produit japonais, c'est de la pacotille. Et dans les années 90, produit chinois, c'est de la pacotille. Vous savez très bien comme moi, aujourd'hui, lorsque vous achetez un matériel japonais, c'est le nec plus ultra. C'est que vous êtes riche et sophistiqué parce que c'est les produits les plus chers. C'est notre capacité à participer à l'histoire du monde, au développement économique, au développement scientifique, au développement technologique. C'est cette capacité qui va faire de nous des êtres humains au même titre que les autres, recevant la dignité des autres. Vous pouvez travailler ici à titre individuel. Vous êtes très talentueux, vous êtes des savants. Vous faites tourner les administrations, les entreprises, les centres de recherche des pays développés. Mais chacun de vous est pris individuellement dans ses talents. D'ailleurs,
j'ai entendu à l'époque, lorsque moi-même j'étais de la diaspora, parce que il fut une époque de ma vie où j'étais de la diaspora, dire « Ah oui, oui, mais vous n'êtes pas comme les autres Africains. » Non, je suis comme les autres Africains. Dès qu'on commence à vous dire cela, c'est que l'on veut vous discriminer. Et donc, on vous présente à vos propres yeux comme différents. J'allais dire de vos propres frères et sœurs. C'est à vous de dire non, non, non. Je ne suis pas différent d'eux. Je suis seulement ce que je suis, ce que nous sommes. Sauf que comme on vous prend individuellement, et parce que vous contribuez individuellement à la production de la science, de la richesse dans ces pays, vous ne constituez pas une force. C'est donc lorsque, en tant que nation, vous produisez, vous vous affirmez, là vous devenez justement porteur de respect pour l'ensemble de la communauté dont vous faites partie. C'est pour ça que les États africains se développent. Et pour moi, voyez, je reviens au Cameroun. Pour moi, la diaspora est une chance. La diaspora camerounaise est une chance pour le Cameroun. Eux, ils vous regardent comme des ennemis, comme des adversaires, ils vous redoutent. Moi, je vous regarde comme une opportunité unique, comme une chance incroyable. Et c'est pour cela que, voyez-vous, je ne le dis pas aujourd'hui, nous l'avons dit, je l'ai écrit dans le projet de société du MRC, nous l'avons écrit dès 2012. C'est le 5e pilier. Les 5 piliers du MRC, le pacte stratégique avec la diaspora est un pilier fondamental. Et nous avons dit, dans cet ordre d'idée, il ne s'agit même pas simplement d'accéder à l'idée de double nationalité. C'est à l'idée de la nationalité multiple. Qui vous permettent de mieux insérer là où vous êtes. Mais n'oubliez jamais, comme on l'a dit tout à l'heure, que là où vous êtes... Merci. Là où vous êtes, c'est votre nouvelle patrie, mais nouvelle veut dire qu'il y a une ancienne. Donc, n'oubliez jamais votre ancienne patrie. Et croyez-moi, l'histoire du développement des nations montre que tous les peuples se sont développés avec des apports extérieurs. Les Africains ne doivent développer aucun complexe à l'idée que d'autres puissent venir nous accompagner dans notre développement. Mais les Africains et surtout ceux qui sont à la direction des États africains doivent définitivement comprendre que l'apport de la diaspora dans le développement des grandes nations a été crucial. Vous prenez la Chine, pour prendre le cas le plus récent d'une nation qui s'est développée à la vitesse lumière. En une génération, la Chine a changé de paradigme complètement. C'est après la mort de Mao, la neutralisation de la bande des quatre en 1976 et l'avènement de Deng Xiaoping que le développement de la Chine a commencé. Et en 30 ans, ils ont fait toute la différence. Ils ont fait la différence parce que les Chinois de la diaspora ont contribué énormément, financièrement, mais sur le plan technologique. Vous savez qu'ils sont fortement implantés dans les pays occidentaux, les États-Unis, mais également le Canada et l'Europe. Ils ont apporté le savoir-faire. Souvent, le point tampon était les zones de développement économique spécial. En face de Macao, en face de Hong Kong, il y en avait 6. Donc, la technologie venant des pays développés était expérimentée et transformée effectivement en capacité de développement industriel dans ces zones. Avec les financements nécessaires. Donc, la diaspora camerounaise, la diaspora africaine doit se mettre dans la même dynamique, dans la même logique.
vous avez accumulé de l'expérience ici. Ça ne doit pas finir ici. Moi, je dis, la diaspora, c'est comme des Prométhées. Ce sont des gens qui vont voler le feu pour ramener à la maison, pour éclairer la caverne. Parce que dans la caverne, on est dans le noir. Et donc, vous avez la lumière dans la caverne, tout le monde peut voir la lumière et avancer. C'est ça le rôle de la diaspora. Chacun de vous doit être conscient de cela. N'attendez pas qu'il y ait une académie où on vous forme à cela. Vous devez avoir la conscience que si vous avez un jour pris votre baluchon et parcouru des milliers de kilomètres pour aller ailleurs, ce n'est pas pour tomber et mourir là-bas, c'est pour aller chercher et ramener à la maison. Avec cela, nous allons nous développer. Je n'ai pas toute la nuit, mais je vous aurais donné des exemples concrets. Parce que quand on n'est pas fatigué, grand prof. Quand on parle de cela, il faut bien voir les expériences qui sont déroulées ailleurs et comment la diaspora a été un facteur d'accélération du développement de ces pays. Et donc nous avons dit, oui, nous créerons les conditions en termes de circulation des personnes pour que, effectivement, notre pays soit le plus attractif possible pour les autres Africains. Je veux que le Cameroun soit demain le centre de concentration des intelligences africaines pour produire tous les Très souvent, nous laissons à côté de nous pour aller chercher loin. Avant d'aller chercher des savants, des experts d'autres continents, commençons par ceux qui existent en Afrique ou qui sont descendants en Afrique et qui vivent à l'étranger. Et nous en avons. Donc c'est ce que nous devons faire. Je voudrais dire que lorsque nous avons donc été interpellés à la suite des marches du 26 janvier 2019, nous avons passé 9 mois en prison. Mais je ne suis pas venu ici vibrer vos cordes pour que vous pleuriez avec moi sur notre pitoyable sort. Non, notre sort n'est pas pitoyable. Ce sur quoi je voudrais que nous nous penchions ensemble, parce que nous ne pouvons pas laisser cela continuer, c'est que le Cameroun est devenu un pays d'une brutalité absolument inacceptable, où la torture et la violence sont devenues des banalités ordinaires. Et nous n'avons pas le droit d'infliger de telles souffrances à nos propres populations. Je ne pense pas à moi, je pense à ces dizaines de Camerounais qui ont été torturés, dont certains ont été touchés au plus profond d'eux-mêmes, qui vont porter des séquelles à vie au moment où je vous parle. Nous avons soutenu certains d'entre eux qui ont subi des opérations, des interventions chirurgicales. Certains, leur diagnostic de fertilité des hommes, leur diagnostic est compromis. Ils n'auront plus d'enfants. Parce qu'un jour, ils ont marché sur la base du discours de ceux-là qui les dirigent. Parce qu'ils croyaient que, quand on disait changement par les urnes, l'alternance démocratique, cela voulait dire quelque chose. Ils n'ont posé aucun acte de violence. C'est ce qui rend ces crimes absolument insoutenables et impardonnables. Nous devons y mettre un terme le plus rapidement possible. Ne croyez pas, mes chers amis, ne croyez pas que ça ne concerne que l'autre. Ça commence par l'autre et ça vous atteint. Et inéluctablement, ça vous atteindra. Alors, il faut que partout où nous sommes, nous nous organisions pour mettre un terme à cela. Tenez, quand je dis que ça commence, ça n'épargne personne. Vous avez dû voir avec quelle brutalité extraordinaire on a dispersé des enseignants en robe pour accompagner la dépouille de leurs collègues tués barbairement par un élève. Avait-on besoin de cette brutalité? Est-ce qu'il posait un acte répréhensible de dire on accompagne, on veut accompagner le corps de notre collègue? N'est-ce pas le geste, le plus beau geste qu'on doit attendre de chaque corporation?
cet acte de solidarité. Et pourtant, vous avez vu comment on les a réprimés. Et parmi ceux qui ont été réprimés, il y a, hélas, des gens qui, après notre arrestation en janvier, se réjouissaient de ce que cela arrive. Et il fallait que l'on nous inflige la plus sévère des peines. Mais je ne lui aurais pas souhaité, je n'aurais pas voulu qu'il fasse l'expérience de ce que nous voulions éviter de cette manière-là. J'aurais voulu qu'il comprenne cela rapidement. Peu importe, ce que nous devons savoir, c'est que la violence de la dictature n'épargne personne. Et l'histoire est là pour le montrer. Allez partout, en Europe, en Amérique latine, qui n'est pas peut-être très loin d'ici, en Europe, avec la dictature de Franco, en Espagne, partout ailleurs, ça n'épargne jamais personne. Même ceux qui passent par le processus révolutionnaire. Vous verrez que les premières photos, sur les premières photos, ils sont à 10, tous souriants. Et 2 ans après, il ne reste plus que 6. Et progressivement, après, il n'en reste que 3 ou 4. Et à la fin, il ne reste qu'une personne. C'est ça, la dictature. Elle ne tolère aucun écart. Mais ce n'est pas la dictature du développement. Ce n'est même pas la dictature éclairée. C'est la dictature pour le dictateur. Pour lui et pour lui seul. Et c'est ce qui est en train d'arriver à notre pays, ou plus exactement, ce qui est arrivé à notre pays depuis quelques années maintenant. Nous devons y mettre un terme. Le Cameroun n'est pas au niveau où il doit être. Le Cameroun, sur le plan social comme sur le plan du développement économique, est loin derrière la plupart des pays africains aujourd'hui. Il y a une trentaine d'années, nous étions dans la tranche des pays à revenus intermédiaires. En 1985-86, le revenu par habitant, c'est-à-dire le produit intérieur brut par habitant du Cameroun, était d'environ 1800 $ des États-Unis. En 1985-86. J'aurais posé la question, que ce serait une colle. J'aurais demandé, est-ce que vous savez à combien s'élève le produit intérieur brut habitant du Cameroun aujourd'hui? 1500 $. Donc on est allé de 1800 $ en 1985-86 à 1500 $ en 2020. Donc, même si nous avions maintenu les 1800 $ de 1986, ce serait déjà inacceptable d'avoir le même montant en 2020, puisque cela serait le signe d'une régression, d'une perte de pouvoir d'achat avec l'inflation et toutes les fluctuations. Mais non content de ne pas maintenir ce PIB par habitant, nous l'avons, il a chuté, il a dégringolé, décrochage de 300 $. Cela veut dire que la pauvreté augmente, et augmente très vite au Cameroun. Là, je donne des statistiques. Ce ne sont pas mes impressions personnelles. On peut les trouver dans les documents de la Banque mondiale, du FMI et de toutes les institutions internationales. Nous sommes dans un pays qui a un déficit chronique de la balance commerciale depuis au moins 30 ans, de moins 1200 milliards. Moins 1200 milliards. Nous sommes dans un pays où le gaspillage des fonds publics, les détournements, le blanchiment d'argent ont atteint des niveaux insoutenables. Le barrage de Mékin, il y avait 4 barrages, je n'en prendrai qu'un seul, avait été évalué à 25 milliards de francs CFA pour la production de 15 mégawatts d'électricité. Normalement, suivant les chiffres de la Banque mondiale, 1 mégawatt doit être construit en tout cas réalisé à 1 million $. Donc le barrage de Mékin, devant produire 15 mégawatts, aurait dû coûter 7 milliards et demi. Mais on l'a évalué à 25 milliards, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la réalisation du barrage frôle les 100 milliards de dollars, de francs CFA, les 100 milliards de francs CFA. Et d'ailleurs, l'énergie n'est toujours pas produite. Et ce n'est plus pour 15 mégawatts, on imagine que ce sera entre 8 mégawatts et 12 mégawatts. Je pourrais continuer. Je préfère donner les chiffres pour que les gens comprennent bien que notre combat, ce n'est pas d'abord un combat de personnes ou d'individus. C'est un combat pour arrêter la descente aux enfers d'un pays. En 1982,
au moment où il y a changement à la tête du pays, le Cameroun était dans la tranche des pays à revenus intermédiaires. Donc, on nous voyait dans le tableau au milieu, c'est-à-dire les pays qui s'orientent vers le niveau des pays développés, bien visualisant en 82. En 40 ans, nous avons déconstruit tout cela. Puisqu'en 82, nous avions une compagnie maritime, la Cameroun Shipping Line. La Camship. En 1974, nous avions achevé la construction du Transcamerounais jusqu'à Ngaoundéré. Nous avons réussi la prouesse de rétrécir le réseau ferroviaire. C'est-à-dire que Douala-Konsamba a été supprimé. Douala-Koumane, je ne sais plus si ça existe encore, etc. Nous étions l'un des rares et premiers pays en Afrique subsaharienne à nous intéresser à l'électronique. Nous avions la firme équatoriale électronique à Douala qui produisait les transistors et tout ce que nous aurions dû donc être parmi les premiers pays à faire des télévisions ou des téléphones portables. Ça n'existe pas. Nous produisions le meilleur bois avec les meilleurs contreplaqués, avec la Sofibel à Belamo. Nous produisions des matériaux de construction avec Cédricam à Douala. Nous devions produire les engrais chimiques, les engrais pour l'agriculture avec Socamé à Douala. Il y avait une usine à pâte à papier qui n'avait pas encore commencé à fonctionner, mais qu'on aurait pu redresser pour qu'il fonctionne à EDA. Ça n'existe plus. Vous voulez que je continue? La fabrication des vélos. Ce que je vous dis, le combat que nous menons aujourd'hui, c'est même seulement pour essayer de mettre le Cameroun au niveau où il était en 80, 82. Oh! C'est ça la question. Mais nous pouvons aller vite parce que nous avons la chance d'avoir des nouveaux moyens technologiques qui nous permettent de faire des sauts quantitatifs et qualitatifs. Et nous avons la chance d'avoir une ressource humaine de haute qualité disponible. Vous êtes là. Et c'est pour ça que nous avons la profonde conviction, quels que soient les cas de finances publiques que nous trouverons en place, même s'ils ont vidé toutes les caisses, nous donnons 10 ans pour remettre le Cameroun complètement sur les rails. Alors, je vous exhorte, mes chers camarades, mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers frères de la diaspora et sœurs de la diaspora africaine, regardons l'avenir avec confiance. Mais nous ne pouvons le faire qu'à une condition, à tourner radicalement le dos à tout ce qui nous divise. Radicalement le dos à tout ce qui nous divise. On a essayé, après nous avoir arrêtés en janvier 2019, à nous coller des infractions, parce que sur le plan national, il n'y avait rien. Parce que tout le monde, vous voyez, le monde technologique dans lequel nous vivons est fabuleux. Les gens avaient ouvert les marches, donc on avait filmé les marches. Et donc tout le monde pouvait prouver de façon évidente que les marches avaient été absolument pacifiques. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? On a inventé une histoire de casse dans les ambassades. Un médecin ici. Laissez. Non, laissez-la. Ne l'écoutez pas, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui est en malaise. L'espace, arrêtez les caméras. Ne filmez pas. Ne la courez pas, s'il vous plaît. Faites l'espace là autour de lui. S'il vous plaît. Ça peut appeler l'ambulance. Bon, on a un petit incident, on va attendre. Reculez, guys. S'il vous plaît, reculez.
Tout le monde ne peut pas être là. Doucement, s'il vous plaît. Allez-y doucement. Maître. C'est bon, c'est bon. Il y a des professionnels là. Il y a des médecins. Pardon. C'est l'espace pour qu'il ait de l'air. C'est ça qui est le plus important aussi. Qu'il ait de l'air. Vous voyez là, c'est les petits bras qui surveillent, qui sont là pour la sécurité du président élu. Ok, vous les bouffez. C'est ça. Quelque chose de sucré. Sur le micro, quelque chose de sucré. Non, c'est déjà fait. Il y a quelque chose. L'hyperglycémie, c'est très dangereux. Il est diabétique d'abord. Il n'est pas diabétique. Il n'est pas diabétique. Ne faites pas de diagnostic, s'il vous plaît. Elle veut lui donner le sucre en fait. Oui, Les gars, c'est non, c'est un remontant. Il part. Ils connaissent le travail. S'il peut avoir sur les pipèdes, il va prendre ici. Faites l'espace autour de lui, les gars, pour que le... Waouh, la vie humaine est vraiment fragile. S'il vous plaît, regagnez donc vos places. Regagnez vos places. Vous regagnez vos places, s'il vous plaît. Maurice, c'est bon, il y a quelqu'un de la sécurité du palais Il qui n'y a est pas là. de problème, les services ont été contactés. Allez-y, asseyez-vous, regagnez vos places, s'il vous plaît. Asseyez-vous, asseyez-vous, s'il vous plaît. Oui, ça va reprendre tantôt. Je sais pas. Nous, on avait le dos. Donc nous avons eu un petit incident ici là et ça va déjà. On préfère ne pas montrer les images parce que c'est un peu intime là et bon, les médecins sont en train de s'en occuper. Ok, regagnez donc vos places, s'il vous plaît. Puis, je vais prier dans un esprit vraiment de camaraderie. Je vais vous prier, ceux qui ont filmé ces images-là, de bien vouloir les effacer. Je vais, par précaution, si quelqu'un l'a fait, veuillez les effacer, s'il vous plaît. Oh, c'est du poisson. Ah, mon chum, c'est toi qui n'es pas filmé que tu filmes. Ah, Non, ok. il fait le selfie avec Elle le est pas là sur toi. Non, il filme le... Donc nous allons continuer. Donc vu de peur que de mal, ça va. Nous pouvons continuer. Nous pouvons continuer
ce meeting, je voudrais juste dire ceci. Nous sommes rendus à une étape de l'histoire de notre pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, où on doit dépasser même les chapelles politiques. Pour, dans un sursaut national, nous mettre ensemble pour régler les problèmes de fond de notre pays. Après, il sera toujours temps de faire de la politique politicienne si l'on veut. Et c'est dans cet esprit, it is in this spirit that for the past 3 years, we have been making our proposals for the settlement of the Anglophone, the so-called Anglophone crisis. And we made it very clear that unless you release all those who were involved in that crisis and who are now detained in different prisons in Cameroon, and some of them were sentenced to life, including Mr. Ayub Tabe Sisiku and his comrades. Unless you release all of them, give them a chance to go back to see their families, to talk among themselves, maybe to have one single position they will defend during the inclusive dialogue, you will have no chance to resolve the situation or the crisis. First step, release all the political prisoners. Second step, negotiate a ceasefire with armed groups, not in order to ask Cameroonian army to drop their arms or to lay down their arms, but to make sure that you have a secure environment conducive for the dropping of their arms by the armed groups. If they are not sure that they will lay their arms and they will not be killed, then they will not do so. So make sure that you negotiate a ceasefire with them and withdraw the military, leave the gendarmes and police, assure the security in the region. Third step, put in place an emergency plan to rebuild homes and villages that has been burned down to ashes. If you don't do so, don't expect people to go back, because when you ask them to go back, where would they go back? That's why we think it is an absolutely necessity. And fourth step, convene an inclusive dialogue. That means all the stakeholders should be part of that dialogue, including those who are advocating for secession, including those who are in the diaspora. Because although we are against any secession in Cameroon, we do think that all Cameroonians should be entitled to take the floor and express themselves and make their own views on the current issue known. If you don't give them an opportunity to do so, and you choose your own people to organize your own dialogue, as we saw last time, they convened the so-called major dialogue, let's say grand dialogue in Cameroon, you will not succeed. And that's why inclusive dialogue, in our understanding, means involve all the stakeholders to a genuine dialogue to settle the matter. I repeat, including people from the diaspora. If you do so, then I think we have some chance to reach a consensus on the genuine solution to Anglophone crisis. And our own position is that we should definitely talk of the form of the state. You cannot go to dialogue and exclude any other form of the state apart from decentralization. And that's why we are now advocating clearly for federalism as the solution to the Anglophone crisis in Cameroon. We are very clear on that. And we don't like any
misunderstanding whatsoever on our own position. It is very clear. In terms of methodology, we should start the discussion with the Anglophones, because they are the ones who rest up to ask for the solution to their problems. So we start with them, but usually people would blame me because I said I'm not in favor of going back to the 1961 type of federalism, the two-state federalism. Because beyond Anglophone, other Cameroonians want federalism today as a solution to the development of our country. Yeah. So if we take federalism, negotiation with the Anglophones as a starting point, we should make sure that at the end of the day, we have a federal state for all Cameroonians. And we, in our position, we see 4 to 6 states maximum. 4 to 6 states. Plus the capital, of course. Plus the capital. So I hope that everybody now knows exactly what is our position on the current situation, how we can tackle it. J'insiste pour dire que la solution de la décentralisation avec un statut spécial, qui aurait pu être une solution il y a 3 ans, est dépassée maintenant. Too small, too late. Et en 2017, j'ai été le premier à dire qu'il faut la décentralisation régionale avec un statut spécial pour les régions anglophones. Il y a 3 ans, tout le monde s'est moqué de moi. D'ailleurs, à l'époque, le gouvernement disait qu'il n'y a pas de crise anglophone. Il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, après 3 000 à 12 000 morts, suivant les sources, 3 000 à 12 000 morts, près de 800 400, suivant les sources gouvernementales, près de 800 000 déplacés internes, des gens qui fuient leur village. Parce que la variation est grande, parce qu'il y a des gens qu'on ne compte pas, qui sont dans les forêts, que personne ne peut compter. Donc on a entre 400 et 800 000, certains disent 1 million, de déplacés internes. 35 à 40 000 réfugiés camerounais au Nigeria. De toute son histoire politique, le Cameroun n'avait jamais produit des réfugiés. Nous étions une terre d'accueil des réfugiés. Maintenant, nous produisons des réfugiés. 3 années de scolarité perdues pour les enfants des régions anglophones. C'est une génération. Je ne sais pas ce que nous allons en faire dans 10 ans ou dans 20 ans. Le gouvernement lui-même a déclaré les régions du nord-ouest et sud-ouest fiscalement sinistrées. Cela veut dire qu'on ne peut plus collecter d'impôts dans ces régions parce que l'économie est par terre, ça n'existe pas. Donc vous ne pouvez pas attendre que tout cela se soit produit pour proposer des solutions qu'on aurait dû proposer fin 2016, début 2017. C'est pour cela que nous disons la solution aujourd'hui. Mon cher ami, pouvez-vous me tenir la main que je sache? C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, la solution est clairement fédérale. Elle ne peut pas être autre chose. Et je voudrais dire à ceux de nos compatriotes, qui je peux les comprendre, dans la douleur qui est la leur, dans la frustration qui est la leur, ont tendance à me reprocher tout et son contraire, parce que j'ai entendu dire, j'ai entendu des gens dire, moi en tout cas j'ai lu des gens écrire, oui mais qu'est-ce que vous allez attendre de Camto puisqu'il est contre la sécession? Est-ce que personne, quelqu'un de sérieux, peut vraiment espérer que je dise que je suis en faveur de la sécession? Je comprends que des gens luttent pour la sécession, mais qui comprennent que je dise que je ne peux pas être en faveur de la sécession. Je crois que ce serait renier tout
quoi je crois. Tout ce pourquoi je me suis battu pendant près de 20 ans de ma vie. J'ai passé 20 ans de ma vie dans un dossier qui visait à éviter la partition que le Cameroun fait une partie de sa population. On va espérer que je vais dire que je fais preuve de compréhension vis-à-vis de ceux qui veulent la partition ou la sécession. Non, qu'ils m'excusent. Mais j'aimerais discuter avec eux pour que nous trouvions une solution dans ce qui est notre pays à nous tous. Ils ne doivent pas se perdre.